Ça a tout un tas d'applications. Cette façon de voir les mots de façon circulaire et de s'intéresser à leur combinatoire a un certain nombre d'applications, notamment le petit théorème de Fermat que j'évoquais tout à l'heure à propos de Gauss, qui est l'élément central en fait de cette partie de la théorie. Si on veut comprendre l'aspect mathématique du développement décimal des fractions, essentiellement ça revient à comprendre le petit théorème de Fermat et des raffinements du petit théorème de Fermat qui est ici, qui est fondateur. Je vous donne l'énoncé, je ne vais pas m'appesantir parce que le temps passe, mais c'est essentiellement à partir de ce théorème-là c'est le point de départ de toute une branche de l'arithmétique qu'on appelle la cryptographie, avec laquelle on fait plein de choses aujourd'hui depuis les années 70 essentiellement, dans tout un tas de domaines de transmission de données, confidentialité de données. C'est fou ce qu'il y a dans ce petit théorème. Maintenant, donc tout ça, c'est des choses assez simples, assez connues. Et j'ai dit tout à l'heure, Gauss, 1801, voilà, il a en gros achevé la théorie. Donc on peut se dire, bon, on a une belle récréation mathématique, hein, une jolie chose à voir, et à part ça, c'est un peu terminé, quoi. Eh bien, on peut revivifier un petit peu la chose en changeant la façon d'écrire les nombres. Et une façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la numération de Fibonacci, ce qui est un peu impropre, on devrait plutôt parler de numération de Zeckendorf. Fibonacci, le pauvre, n'avait aucune idée de ce qu'on pourrait faire de ce dont je vais parler. En revanche, c'est Zeckendorf, qui est un mathématicien des années 70, qui a eu cette idée-là. L'idée de la numération de Fibonacci, c'est on va écrire les nombres autrement. Pourquoi les écrire toujours en base 10 ? Vous devez sans doute avoir déjà entendu parler de la base 2, ou peut-être d'autres bases, la base 60 qu'on utilisait chez les Babyloniens, la base 20 qui a été utilisée ici et là, notamment chez les précolombiens, la base 8 qu'on trouve aussi un peu partout. La base 2, elle est surtout connue pour son usage dans les ordinateurs. Tout ça, ce sont des variantes autour de la même idée générale, et variantes qui sont fondées sur l'idée que on se donne une suite de nombres qui sert d'échelle de numération. En base 10, on se donne la suite des puissances de 10. 1, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et on construit les nombres à partir de ça. Quand je dis 327, je dis que j'ai pris 3 fois le terme 100, 2 fois le terme 10 et 7 fois le terme 1. Donc, ce qui est sous-jacent, c'est la suite des puissances de 10 qui me donne mon réservoir. C'est comme des billets de banque, si vous voulez. 327, c'est j'ai 3 billets de 100, 2 billets de 10 et 7 pièces de 1. Et écrire en une autre base, c'est pas autre chose que de dire, au lieu d'aller de 10 en 10, je vais de 4 en 4, de 2 en 2, de 13 en 13, de tout ce que vous voulez en tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui précède, on peut le faire dans d'autres bases, et ça marche à peu près pareil. Il n'y a pas énormément de... c'est pas très exotique. La numération de Fibonacci, elle est un petit peu plus amusante. Elle consiste à prendre une autre échelle, un petit peu différente, qui est fondée sur ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, qui a une très longue histoire. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on pourra en parler des heures, c'est une suite absolument merveilleuse. Et c'est une suite très simple et très riche. Celle que je prends ici est là pour terme initial 1, ensuite 2, et à partir de ce 1 et de ce 2 initiaux, chaque nouveau terme s'obtient en ajoutant les deux qui sont juste avant. Donc 55, par exemple, c'est 34 plus 21. 233, c'est 144 plus 89. Si le terme qui viendrait après 377, c'est 610, qu'on obtiendrait en faisant 233 plus 377. De temps, je ne vais pas m'apesantir trop sur la suite de Fibonacci elle-même, mais bon, là, je rappelle juste la définition par récurrence. Donc le terme initial F0, c'est 1, ensuite 2. On peut choisir d'autres termes initiaux, hein. Parfois on choisit d'autres termes initiaux pour d'autres types de propriétés. Et ensuite, chaque nouveau terme s'obtient en sommant les deux qui sont juste avant. Et la propriété fondamentale qui fait que la suite de Fibonacci est intéressante, c'est que si vous faites le rapport des termes consécutifs, vous vous approchez d'une valeur finale qui est 1 plus racine de 5 sur 2, environ 1,618, qui s'appelle le nombre d'or, qui a plein de propriétés qui sont plus ou moins dérivées de la suite de Fibonacci. Il y a vraiment un dialogue entre la suite et ce nombre qui est très intéressant mathématiquement à étudier. Ce que ça veut dire, en un sens, c'est que la suite de Fibonacci est presque une suite géométrique. Pour passer de Fn à Fn plus 1, on multiplie par 1,6, presque. Alors, pas exactement, évidemment, parce que si vous multipliez par 1,6, vous ne récupérez pas des entiers. Vous ne récupérez pas une suite d'entiers. Mais c'est presque ça. Et plus vous allez loin dans la suite, plus cette approximation est valable.
Hein. 377, c'est presque 233 fois 1,618. Et ainsi de suite. Et plus vous continuez, plus c'est vrai. Et c'est cette propriété-là qui fait, et donc qui lie la suite de Fibonacci au nombre d'or, qui explique, qui explique tout l'intérêt de la suite de Fibonacci, à moins que ce soit le nombre d'or qui s'explique par l'intérêt de la suite. On peut se demander si c'est l'œuf qui fait la poule ou l'inverse. Mais donc, ça, c'est vraiment la propriété fondamentale des suites de Fibonacci. C'est presque une suite géométrique. Et donc, pour ce qui est d'écrire les nombres, eh bien, on peut utiliser la suite de Fibonacci à la place des puissances de 10, comme on le fait d'habitude quand on utilise la numération décimale. Et ça se fait à partir du théorème qui est ici. Tout entier positif s'écrit de manière unique, comme somme de fn distincts et jamais consécutif. On va le voir sur un exemple. À nouveau, une démonstration par l'exemple, ça explique bien les choses. Et la démonstration, elle fonctionne par ce qu'on appelle l'algorithme glouton, enfin, un algorithme glouton. Et on va retrancher au nombre qu'on veut écrire, à l'entier positif qu'on veut écrire, on retranche le plus grand terme possible de la suite de Fibonacci et on recommence jusqu'à atteindre 0. À nouveau, vous pouvez imaginer que les termes de la suite de Fibonacci, c'est des pièces de monnaie de différentes valeurs. Vous devez payer une certaine somme et vous payez à chaque fois avec la plus grosse pièce qui ait une valeur plus petite que la valeur qui vous reste à payer. Donc je réécris la suite de Fibonacci ici et je le fais pour 208. Comment je vais écrire 208 comme une somme de termes de la suite de Fibonacci avec l'algorithme glouton? Je vais prendre le plus grand terme qui est plus petit que 208, c'est 144. Et 208 moins 44, il me restera 64. Avec 64, le plus grand terme plus petit que 64, c'est 55, donc il va rester 9. À nouveau avec 9, je vais enlever 8, il va rester 1. Cette fois, j'enlèverai 1 à nouveau, et il reste 0, et j'ai terminé. Et donc j'ai écrit 208 sous la forme 144 plus 55 plus 8 plus 1. Je n'ai pas pris deux fois le même terme de la suite de Fibonacci, et je n'en ai pas non plus pris deux consécutifs. On comprend bien pourquoi, facilement pourquoi, ça dérive de la définition même de la suite. Parce que si j'avais pris par exemple 8 et 13, comme 8 et 13 fait 21, ça veut dire que j'aurais dû prendre 21 avant. Donc il n'y a pas lieu de prendre 8 et 13. Parce que si je prends 8 et 13, je peux les enlever tous les deux et prendre 21 à la place. Donc je peux toujours me débrouiller pour qu'il n'y ait jamais deux termes consécutifs. Il y a forcément au moins un terme entre les deux, comme dans 144 et 55, entre lesquels s'intercale 89. Donc, on peut l'écrire si on veut autrement, c'est-à-dire que 144 c'est F10, 55 c'est F8, 8 c'est F4 et 1 c'est F0. Et si je m'inspire de la façon décimale d'écrire les nombres, je peux décréter que F10 plus F8 plus F4 plus F0, je vais l'écrire 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Chaque fois que j'écris 1, c'est que j'ai pris une fois, et quand je prends 0, c'est 0 fois. Ce qui est écrit ici, l'expression qui est ici, c'est une fois F10 plus 0 fois F9 plus 1 fois F8 plus 0 fois F7 plus 0 fois F6 plus 0 fois F5 plus 1 fois F4, etc. Donc j'ai, avec la numération de Fibonacci, un système d'écriture des nombres qui utilise des 0 et des 1 et qui ne montre jamais deux 1 qui se suivent. C'est la traduction du théorème. Toujours deux Fn distincts, je ne prends jamais deux fois le même, donc je ne peux pas avoir la valeur 2. Et jamais deux consécutifs, c'est-à-dire jamais deux 1 qui se suivent. Et donc on peut ajouter, donc ça c'est les contraintes. Quand on écrit les nombres en base de Fibonacci, on n'a que des 0 et des 1, on n'a jamais de 1 consécutifs. Donc quand on veut faire la somme de deux nombres écrits en base de Fibonacci, ça peut bien se passer, comme ces deux-là. Ça peut moins bien se passer, par exemple, quand on est dans une situation comme celle-là, où si je fais la somme brutalement, je me retrouve avec deux 1 qui se suivent. Mais comme je sais que la somme de deux termes consécutifs, ça donne le suivant, les deux 1 qui sont ici, je peux les remplacer par un cran sur la gauche, et je remplace. Donc il y a une retenue qui se propage d'une autre façon. Alors là, le problème, c'est que j'ai enlevé deux 1 qui se suivaient, puis j'en ai remis deux qui se suivent aussi. J'ai à nouveau un 1, donc je suis obligé à nouveau de les supprimer pour mettre un 1 à la fin. Et voilà la somme. Et vous pouvez vérifier que ça marche en remplaçant les 1 et les 0 par leurs valeurs correspondantes. Problème un peu plus difficile qu'on peut rencontrer, c'est celui-là. C'est si je fais ça, une addition dans ce cas-là, là, je me retrouve avec un 2. Là. Alors c'est embêtant. Alors le 2, on peut le faire disparaître avec une autre propriété. 2Fn, c'est Fn plus 1 plus Fn moins 2. Donc quand vous avez un 2, vous l'enlevez, vous mettez 0 à la place, vous mettez un 1 sur la gauche et un 1, deux crans sur la droite. C'est comme ça que se propage la retenue. C'est un système un peu plus exotique. Bon, il faut faire un peu attention, il y a deux ou trois petits problèmes parfois. Par exemple, si je fais
les problèmes peuvent se combiner. Si je fais cette somme-là, par exemple, là je me retrouve avec plusieurs problèmes. Donc il faut que je traite les uns après les autres. D'abord les 2 1 qui suivent, ensuite le 2 que je dois supprimer. Ça me remet encore 2 1 qui suivent, etc. Et bon, là, il faut travailler un petit peu pour savoir comment récupérer à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que cette façon d'écrire les nombres, eh bien, on peut aussi jouer avec les mots circulaires. On peut faire la synthèse de ça. Donc la numération de Fibonacci et les variantes, c'est quelque chose qui a été imaginé au milieu du XXe siècle par des gens comme Rényi, comme Perry, et donc Zeckendorf pour les bases de Fibonacci. Et on peut du coup rassembler ces idées-là un peu plus modernes avec les idées anciennes, notamment des comptables, comment faire la somme de mots circulaires, cette fois écrits en base de Fibonacci. Donc avec le même type de contraintes. Alors si je fais la somme mots circulaires écrits en base de Fibonacci, donc à nouveau, il faut que je me souvienne toujours que des 0 et des 1, et jamais de 1 qui suivent. Donc si je veux faire une somme comme celle-là, si je la fais brutalement, je me retrouve avec ça. Je suis pas très content parce que j'ai des 1 qui suivent et puis j'ai un 2. Les 2 1 qui suivent, je peux les supprimer. Donc quand j'ai 2 1 qui suivent, je les enlève et j'en mets un juste à leur gauche. Ici, je suis circulaire, donc celui qui est à leur gauche, il se retrouve en fait complètement à droite, ici. Je peux ensuite traiter le problème du 2. Alors le 2, si je l'enlève, je mets un 0 à sa place, je mets un 1 sur sa gauche et un 1 2 crans vers à sa droite. Ah bah problème, j'avais déjà un 1 là, 2 crans à sa droite, donc ça me met 1 plus 1, ça me fait un 2 ici, je ne suis pas content, donc il faut encore que je travaille. Ce 2 là, je l'enlève, je rajoute un 1. Enfin, à la place de ce, je mets un 0 là, je mets un 1 à sa gauche et un 1 2 crans à droite avec la structure circulaire. Il vient ici. Et puis j'ai encore 2 1 qui suivent, enfin encore que je supprime, et là, enfin, c'est bon, j'ai fini. Donc, je vous passe les détails, ça marche. C'est pas évident que ça marche, parce qu'on pourrait imaginer que ça tourne en rond sans jamais s'en sortir, mais ça marche. Ça marche, mais on va avoir comme on est dans le monde des Fibonacci, on va avoir des propriétés un petit peu différentes. Par exemple, cette fois, on va avoir deux éléments, enfin, on va pas avoir 2 éléments neutres comme tout à l'heure, on avait 0, 0, 0 et 9, 9, 9. Là, on va en avoir un troisième. Là, si vous faites donc 1, 0, 1, 0, vous l'ajoutez à 0, 0, 1, à la fin, ça fait 0, 0, 1. Enfin, 0, 0, 0, 1. Et puis, si vous l'ajoutez à 0, 0, 1, 0, donc le premier, 1, 0, 1, 0, c'est le même dans les deux cas, c'est simplement le nombre auquel je l'ajoute qui est différent. Donc, ce nombre-là est le même, enfin, le mot circulaire ici, et le mot circulaire là, c'est le même. Simplement, là et là, j'ai décalé d'un cran. Et ben, dans les deux cas, je me retrouve avec la même... ici 0, 0, 1, 0. Quand je fais la somme, ça me fait 0, 0, 1, 0. De la même façon qu'ici 0, 0, 1 va donner 0, 0, 0, 1. Donc, ça suggère, et on peut démontrer, que 1, 0, 1, 0 est neutre. C'est un élément neutre. Il ne change pas, bon, faudrait compléter la démonstration, mais essentiellement c'est ça. Et par symétrie, 0, 1, 0, 1 aussi. Pour la même raison. Les calculs seront évidemment les mêmes, vous décalez tout le monde d'un cran et ça donne. Donc cette fois, on aura le décret qu'il faudra prononcer sera un peu plus compliqué. 1, 0, 1, 0 égale 0, 1, 0, 1 égale 0, 0, 0. Et une fois qu'on a ça, eh bien on récupère le même type de propriété que ce qu'on a pour dans le cas classique de numération décimale. Donc c'est le théorème qui est ici, c'est on a un groupe abélien fini. C'est-à-dire, en clair, cette structure-là nous dit on peut ajouter, on a un élément neutre et on peut soustraire. Il y a des opposés. Tous les nombres ont des opposés. Je vais passer rapidement parce que le temps passe, j'ai été un peu plus long que prévu. Donc groupe abélien fini. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un ensemble fini, donc on peut avoir envie de compter ces éléments. Combien il a d'éléments distincts? Ça, c'est la question suivante. Quand on veut décrire une structure, on va essayer de les compter. Alors là, il y a un petit travail combinatoire que je vais vous passer, qui n'est pas insurmontable. Il faut mettre des 0, des 1. C'est assez typique d'un travail de combinatoire élémentaire sur les suites à récurrence linéaire. Et on obtient, ce qui compte, c'est la colonne de droite. Donc quand vous avez des mots de taille paire, le nombre d'éléments, c'est 5. Pour des mots de longueur 4. Donc il faut regarder la colonne de gauche et la colonne de droite. Donc quand j'ai les mots de 4 lettres, il y en a 5 qui sont différents. Les mots de 6 lettres, il y en a 16. Les mots de 8 lettres, il y en a 45, puis 121, 320, etc. Donc on a une suite, et évidemment, on a envie de comprendre comment est fichue cette suite. Est-ce que je peux déterminer à l'avance combien vaut C18, combien vaut C20, etc. Combien j'aurai de mots?
Alors on peut noter qu'il y a des propriétés particulières, c'est des carrés parfaits, sauf une fois sur deux où c'est des carrés parfaits multipliés par 5. Ça, c'est assez inattendu. Alors le 5, pourquoi 5 ? Je ne vous cache pas que je n'ai pas d'explication complètement satisfaisante au 5. Je pense qu'il vient de racine de 5 et du nombre d'or, mais c'est essentiellement ces extensions quadratiques avec racine de 5, mais essentiellement on a un racine carrée de 5. Là. 3 au carré fois 5, ça veut dire que on va intégrer racine carrée de 5, on va le mettre de force dans le groupe de façon arithmétique, mais ça reste mystérieux, je ne vous cache pas. Ça reste un petit peu mystérieux. Comment on met racine carrée de 5 dans ce genre d'objet ? Et plus généralement, on a une formule on a des formules explicites. Et le cas des longueurs impaires est un peu plus compliqué. Pourquoi on distingue pair et impair ? Parce que 0, 1, 0, 1, il est élément neutre. On décide que 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, ce sont des éléments neutres. Si les mots sont de longueur impaire, je n'ai pas 0, 1, 0, 1. Enfin, j'ai 0, 1, 0, 1, 0 ou des choses comme ça. Ou 1, 0, 1, 0, 1. Et ça se passe un petit peu moins bien. Justement, je disais tout à l'heure, quand vous faites la somme, par exemple, de ces deux nombres-là, dans des cas de longueur 5, le problème, c'est que quand vous essayez de supprimer, il y a un 2 qui apparaît, vous essayez de le supprimer, vous bouclez. Il n'y a pas moyen simple. Alors, on est obligé de faire toute une petite astuce en utilisant un moins 1, en introduisant un moins 1. Il y a une astuce algébrique qui permet de montrer qui permet de se ramener et de donner du sens au mot de longueur impaire, mais il y a une petite difficulté, et on peut aussi compter, malgré tout, les mots de longueur impaire, même si ça se fait de façon distincte, et vous avez à droite le nombre de mots qui sont de longueur 3, de longueur 5, de longueur 7, etc. Et donc, voilà la suite complète, pair et impair, du nombre de mots circulaires définis par la règle de Fibonacci. Donc, une suite comme ça, on essaye de comprendre ce qu'elle dit, on essaye de comprendre ses propriétés, et c'est une suite très riche. Elle a un tas de propriétés qui restent à explorer. Très loin de connaître toutes les propriétés de cette suite. Et si les idées sont les bienvenues. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une suite qui sort comme ça. Alors on peut évidemment essayer de déterminer des règles pour déterminer comment chaque nombre est obtenu à partir des précédents, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque terme est adossé à une structure algébrique intéressante. Chaque terme correspond au nombre d'éléments d'un nombre des mots circulaires qui ont une propriété de groupe. Donc on peut utiliser tout un tas de propriétés connues d'une façon générale des groupes abéliens finis pour déduire des choses intéressantes de cette suite. Par exemple, cette suite elle a une propriété qui est assez extraordinaire, qui est celle-ci. Si vous cherchez le plus grand commun diviseur de deux termes, vous l'obtenez en prenant le terme indicé par le plus grand commun diviseur de ces indices. Par exemple, le PGCD de 76 et de 320, donc qui correspondent à C9 et C12, donc le nombre d'éléments, le nombre de mots à 9 lettres et le nombre de mots à 12 lettres. Le PGCD de 76 et de 320, c'est 4, ça correspond à C3, qui est C indice PGCD de 9 et 12. Vous comprenez la façon dont c'est fait. PGCD, plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur de 9 et 12, c'est 3. Donc le plus grand commun diviseur de C9 et de C12, c'est C3. Là, ça se voit bien parce que c'est des nombres petits, mais c'est une propriété qui est assez intéressante et qui découle de considérations de ce qu'on sait par ailleurs sur la théorie des groupes. On a muni cette suite, disons, on a donné à cette suite un sens. C'est un nombre d'éléments de certaines structures, et donc on peut en déduire un tas de propriétés. Vous avez un autre exemple qui est donné ici avec 7 et 10. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que là, le temps passe vraiment. Alors, le même genre de choses marcherait en base 10, et vous pourrez vérifier donc, de la même façon. Si vous prenez les nombres 99999 dont on a parlé tout à l'heure, vous prenez avec L lettres ou avec L' lettres, enfin chiffres ou lettres, et bien le plus grand commun diviseur des deux, c'est 99999 avec, pour nombre de lettres, le plus grand commun diviseur de L et L'. Ce qui n'est pas... je ne l'ai jamais vu dans la littérature, celui-là. Il n'est pas très difficile à montrer, mais ça découle naturellement de cette propriété-là. C'est une belle propriété de ces nombres-là. Alors, l'application, donc le premier à avoir parlé de ce genre de choses, c'était pour la vraie suite de Fibonacci, où on fait la somme des termes, mais on part de 0 et de 1, comme ici, où ça a été remarqué par Lucas en 1877. Ce type de propriété-là, on a commencé à l'étudier à partir de Lucas. Conclure rapidement sur une question
un peu plus concrète, disons, et qui peut avoir des débouchés industriels, même si on en est très loin pour l'instant, c'est la recherche des nombres premiers. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la recherche de grands nombres premiers, c'est un vrai enjeu industriel. Ça se vend, un nombre premier ou un nombre presque premier ou un nombre qui a bien l'air d'être premier. C'est quelque chose que vous pouvez acheter. Et quand vous passez des ordres, typiquement quand vous utilisez votre carte bancaire ou quand vous devez envoyer un message confidentiel, typiquement ça se fait à partir de techniques arithmétiques qui utilisent le fait qu'il n'est pas facile de savoir si un grand nombre, savoir comment factoriser de très grands nombres. Ça prend beaucoup de temps. Donc un grand nombre premier, c'est difficile de savoir s'il est premier ou pas. Si moi je le sais, je le sais. Si je vous donne ce nombre et je ne vous dis pas s'il est premier ou pas, vous aurez énormément de mal à savoir s'il est premier. Ce sera très long. C'est pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est que s'il vous faut l'âge de l'univers pour trancher, c'est comme si vous ne saviez pas le faire. Et donc c'est un enjeu assez ancien, mais toujours actuel, et un enjeu stratégique. Comment produire de très grands nombres premiers. Et les nombres, les plus grands nombres premiers qu'on connaisse, alors je ne vais pas m'intéresser ici à l'aspect commercial, qui est un vrai aspect et qui donne lieu à des recherches en tant que telles, mais à l'aspect théorique, c'est-à-dire comment construire le plus grand nombre premier, comment battre le record des plus grands nombres premiers. Le plus grand nombre premier, on les construit en les cherchant sous la forme de nombres de Mersenne, c'est-à-dire sous la forme 2 puissance P moins 1. Où P est un nombre premier. Ces nombres-là, il y a de bonnes raisons de penser que c'est souvent des nombres premiers. Et on comprend bien pourquoi avec les mots circulaires. 2 puissance P moins 1, ou si vous voulez 10 puissance P moins 1, c'est la même chose, c'est le nombre de mots circulaires à base 2, à P lettres. Et le fait que P soit premier vous dit, essentiellement, ces mots-là à P lettres, il ne peut pas y avoir de mots périodiques à l'intérieur. On peut pas, comme P est premier, on ne peut pas mettre des mots de taille P lettres qui soient faits de la répétition d'un même motif, sauf prendre toujours la même lettre. Et c'est pour cette raison-là qu'effectivement, on voit que les nombres de Mersenne ont de bonnes chances d'être premiers. Il faudrait développer un peu, mais il y a vraiment une interprétation en termes de mots circulaires qui explique que chercher des nombres premiers chez les nombres de Mersenne, ce n'est pas idiot. Et on sait que alors, le plus grand nombre premier, connu aujourd'hui, c'est un nombre de Mersenne avec P égale je ne sais plus combien. Et du coup, on peut chercher l'équivalent pour les mots de Fibonacci. 2 puissance P-1, c'est le nombre de mots circulaires en base 2. Eh bien, en numération de Fibonacci, c'est CL. Au lieu de 2 puissance L-1, c'est la suite que je vous ai montrée. Et donc, si je prends CL avec L premier, là aussi, j'ai des bonnes raisons de penser que je vais avoir des nombres premiers. C'est l'équivalent des nombres de Mersenne, mais dans lequel on a remplacé la base 2 par le système de numération de Fibonacci. Donc évidemment, quand j'ai compris ça, je me suis dit, tiens, ça y est, je vais regarder sur mon ordi, j'ai trouvé des nombres premiers. Alors C2 égale 1, c'est bon, ça marche. C3 égale 4, pas de chance, ça commence mal. C2 au carré. Alors ça, là, je me suis souvenu que c'était normal, j'ai une suite de carrés tout le temps. Hein. C'est presque des carrés parfaits, éventuellement multipliés par 5. Donc allez, c'est pas grave, on va faire comme si... ah non, pardon, non, C3 c'est autre chose. C3 il est particulier. Bon, on l'oublie C3. C5, C11, C7, 29. Tout ça, c'est premier. On commence à y croire. Et là, C23, pas de chance, il n'est pas premier. C'est normal. Hein. Les nombres de Mersenne ne sont pas tous premiers, il n'y a pas de raison que ceux-là soient tous premiers. Mais on a quand même une suite de nombres qui doit pouvoir aussi produire des nombres premiers. Donc, il y a une étude à faire qui est connue pour les nombres de Mersenne et qui peut être faite aussi pour cette suite-là, qui donne des nombres qui ont des bonnes chances d'être premiers. Il y a une autre catégorie de nombres pour lesquels il y a aussi des raisons de penser qu'ils peuvent être premiers, c'est le nombre de Fermat. 2 puissance n plus 1. Alors ceux-là, c'est un peu plus difficile de les interpréter mais en termes de mots circulaires, mais on peut aussi, ça correspond aux mots de longueur 2 puissance n qui ne sont pas des puissances, c'est-à-dire qui ne sont pas faits de blocs plus petits. Hein, c'est pas... Donc, il y a une interprétation combinatoire naturelle en termes de mots circulaires. Donc ça correspond, si je vais vite, à C2 puissance n plus 1 divisé par C puissance 2 puissance n, qui est toujours un nombre entier, d'après la propriété du PGCD. Si j'ai un multiple ici, enfin, si l'indice ici est un multiple de celui-là, alors la division est toujours un nombre entier. Ça découle de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc évidemment, là encore, je suis allé voir. Alors là, pour le coup, il fallait vraiment prendre des racines carrées, pour des raisons
technique, peu importe. Et donc là, 3 est premier. C16 sur IC8, ça fait 7. Tout va bien. 47. 2207. Ça marche aussi. Ah, et 4 870 847. Pas de chance. Encore raté. Ah. Alors, on continue quand même. Et si on continue, on se rend compte qu'effectivement, ils sont plus premiers. En revanche, ils ont quand même une caractéristique assez particulière. C'est que déjà, ils ont très peu de diviseurs. Et en plus, ils en ont un ou deux tout petits et un énorme. Hein. Celui-là, le dernier, là, c'est un nombre premier. Il est gros quand même. Hein. Je ne peux pas vous montrer C2048 sur C1024 parce que un quart d'heure sur mon ordinateur ne suffit pas. J'ai renoncé. C'est tellement gros qu'il y a probablement peu de facteurs. Ils sont donc probablement énormes. Et précisément, comme les nombres premiers sont énormes, c'est trop long pour le déterminer. Donc il faudra un argument un peu différent. Donc on tient peut-être là une piste, c'est juste une piste, hein, pas vous promettre que ça va marcher demain matin, mais une piste pour produire des nombres qui ne sont pas premiers, mais quand même peut-être presque premiers, donc qui peuvent être, disons, un pas dans la recherche de nombres premiers, et de faire avancer l'arithmétique des nombres premiers. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous permettre de poser des questions. Je vous remercie de votre attention.